C'était quoi le film d'horreur sorti en 2019 ? C'est un film d'horreur qui s'est sorti en 2019 qui s'appelle Bliss. Mais il y avait qui dedans ? On s'en fout. Notre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui une équipe bien nombreuse, c'est l'hiver alors on se tient chaud dans le studio. Avec moi j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Eric. Bonsoir. Et Yannick. Salut. À la technique, avec une console flambant neuve, c'est Alain. Salut. Non, elle n'est pas encore neuve. Elle n'est pas installée. Alors, ça sera pour la prochaine fois. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Bliss. Tu parles de Bliss, le film avec Elliot Page qui fait du roller derby ? Non, pas celui-ci. Le film d'horreur sorti en 2019 ? Non plus. Attends, le film sur Prime Video alors ? Exactement. Bliss, c'est moi, le... j'ai rien à dire, moi. Il est triste. Merde, je voulais faire la blague. Un quatrième film Je suis désolée, il n'y avait pas de quatrième Bliss. Non, mais on s'en fout en fait. C'est vrai. Je crois qu'il y en a un avec Sheryl Fenn. Enfin, méritez pas qu'il y en ait en quatrième, de toute manière. Le Bliss dont on parle en tout cas, c'est le nouveau film de Mike Cahill, État d'esprit pour le titre français. On y découvre Greg Whittle, fraîchement divorcé et manifestement au bout du rouleau. Et comme si c'était pas suffisant, ce pauvre Greg se fait virer de son travail et tue son patron par accident. Sous le choc et en fuite, il prend tout de même le temps d'aller s'en jeter un petit derrière la cravate dans le rat miteux en face de son bureau. Et c'est là qu'il rencontre Isabelle, une SDF dotée d'une forte personnalité. Elle lui révèle sa théorie du complot perso, le monde triste et laid dans lequel ils vivent n'est qu'une simulation. Alors Mike Cahill n'en est pas à son premier coup d'essai côté science-fiction, on lui doit déjà Another Earth sorti en 2011 et High Origins récompensé à Sundance en 2014. Quand on regarde la bande-annonce de Bliss, on pense à des films comme Matrix ou Inception qui jouent sur le flou entre illusion et réalité, mais est-ce que celui-ci tient sa promesse ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? J'espère que vous avez préparé votre petit résumé façon pyramide. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un mot, ça serait quoi ? Marie ? Pourquoi moi d'abord ? Je sais pas, je dirais 20, V-A-I-N, pas V-I-N. 20 ? J'allais dire exactement la même chose, quoi. Non, bah, je suis contente d'avoir dit d'abord alors. Alors elle a dit 20, eh ben, je vais dire abracadabrantesque. Voilà. Bien, tu as du vocabulaire. Incroyable. Moi j'allais dire, en fait, parce que j'aime bien, là, je vais dire monde ouvert. Voilà. Oh putain, ouais, tu rêves. Monde ouvert. Ah, mais justement, il y a des choses à dire. Très bien. Porno pour Bobo. Porno pour Bobo. C'est 3 mots, ça. Hein. Alors ouais, on commence à dépasser un petit peu le un mot, mais on va dire que pour cette fois... Porno Bobo. C'est ok. En tout cas, 20 abracadabrantesques, monde ouvert et porno pour Bobo. Il y a des choses à dire sur ce film. Bah ouais, il y a un gros silence parce que personne n'a beaucoup aimé, j'ai l'impression. Ah non, c'était juste le moment où il allait avoir le petit... Il y a toujours un moment où... Mais c'est pas grave, je t'en prie, puisque non, tu as l'air motivé. Il y a des choses à dire davantage probablement sur l'intention que sur le film lui-même. Ouais, c'est vrai, ouais. Très bien. Alors, puisque tu sembles si bien lancé, Eric, je t'en prie. Mais je trouve qu'il y a une idée de base qui est intéressante. Je sais pas à quel point on va spoiler le film, mais il y a une idée de base qui est intéressante, donc je vais pas trop spoiler quand même, mais c'est cette idée que de sentir, les personnages se sentent à un moment, donc il y a une révélation, et ils sentent qu'ils vivent qu'ils sont dans un monde parfait, mais qu'ils en ont eu l'habitude de ce monde parfait, et qu'il y a une simulation qui est créée pour leur faire ressentir que
de les faire vivre en fait dans un monde qui est pire, pour leur faire sentir le bonheur d'être dans ce monde parfait. Voilà, tu spoil quand même un truc qui arrive au bout de 55 minutes. Voilà, c'est ça. Le film débarque pas là-dessus, et c'est marrant parce que t'appelles ça... tu dis que c'est une idée intéressante. Je trouve que c'est le truc le plus bidon de tout le film, moi, personnellement. Et j'ai aussi dit que c'était un porno pour Bobo. Oui, c'est vrai. Et ça ne spoil pas grand-chose dans la mesure où on le voit très clairement dans la bande-annonce. Hein. Voilà. Ah non, il spoil tout, d'accord. Donc, vous voyez. Ouais, la bande-annonce explique tout, effectivement. Enfin, explique ce qui est explicable, on va dire. Et la bande-annonce est beaucoup plus sexy que le film lui-même. Ouais. Non, mais quitte à spoiler, vous le ferez sans doute mieux que moi, mais faut peut-être, tu vois, introduire le postulat quand même, parce que là t'as introduit un postulat narratif, purement narratif. Il va rencontrer une nana SDF qui est un petit peu bizarre, mais c'est pas le cœur du récit. Enfin, je veux dire, le récit commence à ce moment-là, quoi. Cette fille lui dit les gens que tu vois autour de toi ne sont pas réels, nous sommes réels. Donc là, il commence à y avoir une espèce de jeu sur voilà, réel. Nous vivons dans une simulation. Simulation, tout ça, voilà. Donc c'était juste pour préciser ça au départ. Ouais, je comptais sur toi. Tu vois, alors vous n'avez pas écouté du tout mon intro en fait parce que je l'ai dit ça. Non, mais... Bien sûr que si. Bon, tu veux que je te redise? Non, je vais être en train de fumer, c'est pas grave. Non, mais en fait, le truc, c'est que la problématique, c'est que t'as cité Inception, t'as cité Matrix, mais moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. On peut parler de Total Recall, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, cette simulation, elle est censée être à même l'esprit du personnage de comment il s'appelle, d'Owen Wilson. Déjà, moi, je pense que le premier problème, et ça, c'est très personnel, hein, mais avoir envie de suivre Owen Wilson et Salma Hayek, c'est deux personnages qui ont quand même dépassé, enfin, deux acteurs qui ont dépassé la cinquantaine, dans des rôles un peu, comment dire, t'as l'impression qu'ils sont censés être plus jeunes que ce qu'ils jouent, quoi, tu vois. Ça, c'est la première problématique. Mais bon, admettons, passons. Ensuite, moi, Owen Wilson et Salma Hayek, que je peux apprécier dans l'absolu, hein, voilà, c'est quand même deux acteurs qui peuvent pas jouer autre chose qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais vu Owen Wilson dans un rôle de composition, ni Salma Hayek dans un rôle de composition. Donc là, ça étant dit, moi, je le trouve pas si mal, hein, à certains moments dans le film. Hein. Tu vois, tout le début du film, il porte quand même quelque chose de douloureux sur les épaules. Il le porte plutôt bien. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Je l'ai pas trouvé dramatique. C'est plus gênant peut-être quand après il veut faire le Jones, comme tu dis, mais. Et le problème pour moi là-dedans, c'est qu'en fait, tout ce point de départ que tu as cité, en fait, ce qui est vrai, c'est le point de départ du film. En fait, le problème, c'est que c'est plus du tout le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on te vend un espèce de truc où il est censé être mal dans sa peau parce qu'il a un travail qu'il n'apprécie pas, etc., etc. Parce qu'il est en instance de divorce. Voilà. Et en fait, en gros, si tu veux, tout ce truc en fait qui dure 5-10 minutes autour de son patron. Tu te dis, bon, bah, c'est le sujet du film, en fait, on est aliéné par notre société, machin. Bon, ça a déjà été vu 150 fois, mais admettons. Et en fait, non, le sujet est complètement abandonné pour effectivement tomber sur un autre sujet, qui est le sujet de, on est dans une simulation, donc on peut faire ce qu'on veut avec des personnages qui n'existent pas. Et donc, d'un seul coup, il passe un quart d'heure à faire du roller, en fait, en envoyant bouler des gens. Vas-y, tu peux les dégager, on s'en fout, en fait, c'est des cons. Ils n'existent pas. Une pichenette, en fait. Voilà, c'est ça, une pichenette virtuelle. Donc, ça dure un quart d'heure aussi, si tu veux. Puis, on passe encore à autre chose, parce qu'en fait, on le sort de là-dedans pour lui montrer ce que dit à un moment donné Eric, c'est-à-dire, en fait... pour que tu puisses apprécier le monde parfait dans lequel tu es, qui en plus j'ai pas très bien compris s'il était vraiment réel ce monde ou pas, puisque en fait il a quand même les mêmes règles au bout d'un moment que dans le monde virtuel. En fait on t'a créé ce monde virtuel où tu souffres en fait pour que tu comprennes ce que c'est le bliss, quoi, c'est-à-dire le côté la béatitude en fait d'avoir accès à quelque chose de merveilleux, quoi, un monde merveilleux. Et en fait, ensuite, ça devient un film où, en gros, est-ce qu'il va accepter une fille sans qu'on sache si elle existe ou si elle n'existe pas, tu vois. Donc c'est quand même un truc qui passe d'un sujet à l'autre. Et je pense que ça démontre qu'en soi, le concept en soi pouvait être justement intéressant et aller beaucoup plus loin, ne serait-ce que philosophiquement, que ce que le film fait. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun moment donné où on s'arrête globalement pour te dire, ok, le film, il parle de ça. C'est-à-dire moi, je n'ai pas compris de quoi il parle le film. Ouais, moi c'est pareil, mais voilà. parce que je pense que le mec il sait pas. Enfin, on est quand même dans une logique très Philippe K. Dick. Tu cites Total Recall, mais c'est un peu une logique à la Philippe K. Dick, tout le truc. Et effectivement, Matrix, c'est pas tant. Ça nous rappelle toute Matrix que c'est littéralement par moment du Matrix. Enfin, je veux dire, le coup de ce qu'on se disait avec la cabine téléphonique qu'ils utilisent dans Matrix, là ils ont un appareil pour pouvoir revenir dans leur réalité entre
Le problème, c'est plus que ça nécessite malgré tout des règles. Quand tu veux jouer sur réalité et fiction, enfin, je dis ça comme ça, mais quel est le réel, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu dois être extrêmement cohérent dans les deux univers que tu vas dépeindre. Quitte à vouloir, et c'est son intention visiblement, nous embrouiller pour que nous fassions, alors ça c'est le truc porno bobo, je suis cryptique, volontairement, parce que tu comprends, c'est toi spectateur qui dois en tirer le sens. Alors moi je veux bien, hein, j'adore tirer le sens de certains films, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de cohérence dans les quelques éléments et les quelques règles qu'on me donne. Et là on va pas toutes les citer, mais c'est aberration sur aberration le film. C'est-à-dire tu t'accroches à quelque chose, tu te dis bon, sans même chercher une explication, tu te dis ah bah, c'est peut-être la métaphore de ci, ah ben non mais on te ramène sur autre chose. Tu te dis ah tu m'ouvres ton récit, donc je vais pouvoir en ressortir quelque chose que je l'ai interprété moi-même, mais non, je te donne une réponse très concrète qui est complètement incohérente par rapport à des éléments que j'ai posés en amont. Donc en fait, c'est un fatras de pseudo-réflexion sur une simulation qui n'en comprend ni les bases, ni les règles de fonctionnement, qui n'est pas capable de traduire cinématographiquement la logique de cette corde raide entre deux mondes. Donc au bout d'un moment, tu lâches complètement l'affaire. Genre, pour te dire, moi j'étais à la moitié du film, je me suis même dit à un moment donné, non, mais en fait, c'est une métaphore sur la drogue et sur les, tu vois, sur les clodos défoncés au crack à Los Angeles. Je me suis dit ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, c'est ce qui m'a l'air le plus plausible, en fait, oui, parce que la première partie, moi, je me suis demandé ça. Je me suis dit tiens, bon, ça joue peut-être sur ça. C'est peut-être en fait, parce que lui commence à voir les mêmes choses qu'elle à partir du moment où elle lui met un truc dans son verre quand ils sont dans le bar et qu'il part aux toilettes. Donc je me dis, il y a cette histoire de cristaux jaunes où en fait, pendant tout le film, ils consomment des petits cristaux jaunes, tels des drogués, hein, clairement, ils ont une attitude de junkie. Et c'est à chaque fois qu'ils en consomment qu'ils vont commencer à manipuler leur réalité. Ouais, et puis les bleus les font revenir dans l'autre monde qui est censé être le vrai monde, celui qui est coloré et pas celui qui est tout terne. Et en fait, moi au début, je pensais que c'était ça. Je me suis dit, c'est peut-être juste parce que le début pose la question de voilà, est-ce que c'est pas juste un mec qui est en train de perdre pied, parce que dès la première scène, on voit qu'il renouvelle ses ordonnances, il est sous cacheton. Après, il rencontre cette meuf, ils prennent des trucs. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose là. Sa fille vient le voir et puis il lui dit ah ouais, t'inquiète, je serai là pour ta remise de diplôme. Et puis il lui fait non, mais c'était il y a 2 semaines. Donc au début il y a un petit doute où tu dis c'est peut-être juste un mec qui perd pied, et après bah ouais, comme vous disiez quoi, ça passe de truc en truc, ça se choisit jamais. Donc pendant tout le film en fait je me suis posé la question et à la fin je me suis dit mais en fait je m'en fous, parce que les personnages, moi jamais j'adhère à leur truc. Moi je peux pas m'empêcher de voir Salma Hayek avec des dreads et non mais je veux dire ça. Ouais, il joue toujours la même chose. Ouais, et ça marche pas. Je vois pas des personnages. Moi j'avais vu son premier film qui s'appelle Another Earth, je sais pas si vous l'avez vu, et c'est pas un super film, mais j'avais bien aimé parce que il part sur le pitch du film, c'est qu'en fait une seconde planète Terre apparaît et on s'aperçoit au fil du film que c'est exactement la même que la nôtre, qu'il y a les mêmes personnages, enfin les mêmes personnes, les mêmes pays, etc. Un univers parallèle. Voilà, et c'est la possibilité d'un monde parallèle qui se serait désynchronisé du nôtre à l'instant où elle est apparue. Et en parallèle de ça, on suit 2 personnages. Une jeune fille qui était promise à un avenir brillant, qui a eu un accident de voiture après une soirée arrosée et qui a tué toute une famille sauf le père. Et donc, elle fait un petit peu de prison, et quand elle sort, elle va voir le père pour essayer de s'excuser. Elle se dégonfle, elle se fait passer pour une femme de ménage parce qu'elle voit qu'il est en dépression, qu'il vit dans une maison tout en bordel. Et en fait, une relation se noue comme ça. Et au moins, en fait, je pense que sur ce film-là, il n'avait pas de moyens. Du coup, il a développé des personnages. Et en fait, t'y crois. Et jusqu'à la fin, il tient son idée, jusqu'à littéralement le dernier plan du film. Et du coup, moi, j'avais pas mal adhéré à celui-là. Et en fait, en contrepoint, je vois là 2 personnages qui sont hyper vides. En fait, le personnage Salma Hayek va chercher Wade Wilson. Elle lui fait « Non, mais en fait, t'es mon mec. Cette maison que tu dessines, c'est la nôtre. La meuf que tu dessines, c'est moi. » Puis il lui fait « Ok ». Et il accepte le truc direct et tu fais d'accord, c'est tout ce qu'il te faut pour. Moi, jamais j'adhère à ce truc, quoi. Oui, en termes de persuasion, elle lui dit va piquer le collier de cette personne. Très bien, j'y vais. Retourne lui prendre son portefeuille. Ok, et à aucun moment il remet en question quoi que ce soit. Alors,
ok, peut-être qu'il est au bout du rouleau, mais c'est vrai que... Mais moi, je trouve qu'en plus, la problématique, c'est vrai sur les personnages, mais c'est aussi vrai sur le monde. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, quand j'ai parlé de monde ouvert, c'est que quand on parle de Tron ou de Total Recall, ou de tous ces films en fait, qui présentent un univers virtuel, en tout cas, que ce soit mental ou que ce soit vraiment réel, si tu veux, en termes de, par exemple, dans Tron, tu rentres dans une bande d'arcade, quoi. C'est des films, en fait, qui pouvaient être complexes à raconter à cette époque-là, en termes de cinéma pur, parce que, en gros, le spectateur n'avait pas forcément... alors, il pouvait avoir la projection mentale de se plonger dans un univers de lecture, de cinéma, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, en fait, on a les jeux vidéo, quoi. Et les jeux vidéo, en fait, c'est le truc même le plus simple, en fait, pour rentrer dans une simulation. Pourquoi je parle de monde ouvert ? C'est que dans le monde ouvert, il y a des règles. Et ces règles-là, en fait, si tu veux, quand tu joues et que tu passes du temps, tu comprends que c'est une deuxième réalité qui, en fait, essaye de calquer des choses que tu connais de ton propre monde, mais qui quand même te présente, en fait, si tu veux, un sentiment de puissance ou peu importe quelle soit la volonté en fait de ce jeu-là, mais c'est quelque chose que tu connais. Et la plupart des gens aujourd'hui ont au moins testé ça une fois dans leur vie, en fait, si tu veux, un jeu vidéo dont ils prennent le contrôle, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, sauf le réalisateur, qui apparemment n'a pas l'air du tout de se poser ces questions-là, parce qu'en fait, il en utilise des artefacts, voilà, en fait, c'est des... En fait, les personnages qui n'existent pas, elle arrive à voir lesquels c'est, lui non. Mais en fait, D'ailleurs, il lui dit à un moment. Il lui dit, c'est toi qui es la seule à pouvoir déterminer qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai pas le moindre indice là-dessus. Voilà, comme si c'était comment t'appelles ça, le maître de jeu, quoi. Mm-hmm. Mais sauf qu'en fait, même là, en fait, elle se fait blouser, puisque tu te dis, en fait, dans son propre monde à elle, est-ce que c'est une projection mentale à elle dans laquelle elle le rejoint, tu vois ? En fait, parce que elle se fantasme en fait comme une grande, tu sais pas tout ça. En fait, le film te donne absolument aucune. Tu ne peux que éventuellement supposer. Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, pour supposer tout ça, il faut que à un moment donné, tu comprennes un tant soit peu, et je dis pas en fait qu'il faut vraiment les surligner, mais un tant soit peu les règles. Oui, c'est-à-dire, t'es pas obligé de comprendre l'absolu, mais tu dois comprendre des éléments te permettant d'avoir un champ de lecture, quoi. Sinon, à un moment donné, que ce soit un peu imprévisible et inévitable. Et là, ce n'est que imprévisible tout le temps, quoi. Et puis elle se met à buter des gens et tu sais pas si ça a une incidence ou pas. Elle-même ne le sait pas, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais bon, je suis en train de regarder quoi, en fait, si tu veux. Parce que peut-être que le souci aussi, c'est que c'est probablement pas son prisme. Enfin, en tout cas, moi, quand je regarde ce film-là, il a beau me parler de simulation, il a beau me parler de personnages réels, pas réels, de tout ce que tu veux, de duplication, moi j'ai l'impression que il maîtrise pas son truc, quoi. Donc il maîtrise pas, et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait nous taper une vision qu'on peut considérer, entre guillemets, si on veut, sociologique, bon, j'aurais tendance à dire un peu caricaturale, de la misère humaine. Donc on va te faire les lieux les plus glauques, on va te faire les prostituées, on va te faire les SDF, on va te faire tout ça, et même pas... Alors, on peut avoir... l'extrême snobisme du bobo, justement, comme tu disais, qui se croit engagé et qui va apporter un regard indigné sur la situation d'un pays. Là, t'as l'impression que c'est son prisme, et qu'en même temps, et ça, moi, ça m'a halluciné. c'est en même temps, j'ai l'impression que tout ça, il passe son temps à te le montrer, mais pour mieux le bâcher. C'est-à-dire, les personnages principaux, ils arrivent, regarde, mais t'es SDF ? Mais pas du tout, tout ça n'existe pas. J'en ai rien à branler. J'ai des mecs qui passent, non, mais tous ces gens-là qui sont des moutons, ils n'existent pas, ils ne sont pas réels. Donc j'ai l'impression d'avoir deux espèces de connards qui sont en train de se dire qu'ils sont plus géniaux que le monde dans lequel ils sont, et en même temps, on te peint ça de manière entre guillemets indignée, c'est-à-dire c'est là où moi j'arrive pas à cerner le mec, quoi. J'arrive pas à comprendre si, tu vois, s'il est pas tiraillé entre de pseudo-valeurs posées en étendard mais qui traitent avec mépris, et une volonté de les inscrire à travers un sujet qui aurait vocation à être métaphorique et philosophique, et qui traite comme un bras cassé parce qu'il comprend pas ce qu'il est en train de traiter. Donc au final, c'est chier sur tous les tableaux, et voilà. Et j'ai plus rien d'autre à dire parce que ça ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Voilà. Calme-toi, Yannick. Alors, si vous voulez un éclairage, des informations qui vous apporteront peut-être une grille de lecture. Il est peut-être tellement plus intelligent que nous qu'on n'a pas pu comprendre. Mais il en a parlé en interview, Michael. Et ce qu'il expliquait, c'était que son objectif, c'était de traiter avec empathie la fragilité de l'esprit. Je le cite, « Nous sommes tous entourés de gens qu'on aime, mais qui voient le monde d'une façon totalement différente de nous, car leur extrême fragilité influe sur la manière dont ils ressentent leur environnement. » Il parle de lui, en fait. Du coup, arriver à les atteindre est complexe, car il faut tenter de détruire ce mur qu'ils ont érigé malgré eux. Voilà comment est née cette idée de ce monde parallèle dans lequel va se réfugier Greg pour fuir ses ennuis, mais aussi l'impossibilité pour sa fille de l'y rejoindre. Parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais tout le long du film, sa fille lui court après,
Et Oui, c'est vrai. elle ne lâche jamais l'affaire. Sa fille, qui vient d'être diplômée, et donc lui a loupé la cérémonie de remise des diplômes, sa fille essaye de le retrouver en permanence. D'ailleurs, c'est la seule qui nous donne un semblant de temporalité, parce que justement, elle nous dit, bah non, la remise des diplômes, c'était il y a 15 jours. Et elle revient régulièrement, et on comprend qu'il s'est passé un laps de temps sans doute plus long que ce qu'on voit à l'écran dans ces moments-là. On peut reprocher beaucoup de choses, tu vois, à un mec comme Christopher Nolan, mais au moins, en fait, dans Inception, tu comprends tout. C'est-à-dire, il explique tellement le truc, tellement de fois, tellement de machins. Alors, tu vois, dans cette sous-strate, il se passe un temps infini, dans cette strate un peu moins, et dans cette strate un peu moins, et donc tout est au ralenti. Donc, le truc, c'est que, ouais, là, le problème, c'est que, très bien, si tu veux, si le mec, il dit ça, mais le problème, c'est que moi, ce que j'ai besoin, aussi dans un truc comme ça, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ne serait-ce que en fait, par un espèce de langage entre les lignes, t'arrives à comprendre exactement où t'es. Si tant est que tu veux pas divulguer tes règles, si tant est que tu veux pas en fait même divulguer ta thématique, si tu veux en tout cas la laisser se déployer, quoi. Le problème, c'est que pour moi, en fait, quand je regarde le film, à la fin, ce que je retiens, c'est que l'enjeu final, c'est est-ce qu'il va accepter cette fille comme sa fille? Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas? Et en fait, tu te dis, mais il n'y a pas plus bateau et plus terre à terre. Et tu peux, et tout ce qu'il raconte, tu peux le raconter sans l'univers mental. C'est ça le problème du film pour moi. C'est un syndrome qu'il y a quand même d'une génération là, de cinoches qu'on voit, de mecs qui se la racontent, qui prennent des poses pseudo-arty, pseudo-intellectuelles, qui ont de la merde à raconter, parce qu'en fait, ça reste des indignations de surface, ça reste des postures intellectuelles préfabriquées. Moi, ça me fait complètement penser à ce truc qui avait enthousiasmé tout le monde, mais alors je comprenais pas, cette espèce de film d'horreur là, avec une nana qui suit tout le temps un type, tu sais, qui mélange la mode, top modèle, là, tu vois pas ce truc-là? C'est bien, non? Ah putain, It Follows. Ah ouais, c'est atroce. Ça. Non mais It Follows, tout le monde a célébré. Tu vois, pour moi c'est pareil. C'est la vacuité absolue avec une espèce d'enrobage arty qui prétend avoir quelque chose à dire. Et quand tu creuses un petit peu, c'est du flanc. Mais je croyais que t'avais plus rien à dire sur le film là. Ouais, c'est pour ça qu'il parle d'un autre film en fait. T'as raison, je dis plus rien. Non mais moi, pour revenir au réel dont tu nous as donné une citation tout à l'heure, moi j'ai regardé une interview et en fait le mec cite l'allégorie de la caverne de Platon. Il le met littéralement dans la bouche du personnage du père dans son premier film et la caverne de Platon c'est juste le premier truc que t'apprends en philo en terminale, je crois. non mais vraiment, c'est genre en fait il a ouvert genre la philo pour les nuls et il a fait ah bah tiens ça, c'est fou, c'est une révélation. Tu sais que c'est un philosophe, je crois qu'il a fait jouer un philosophe dans le film et un scientifique connu dans le film, je me rappelle pas les noms. Voilà. Mais bon, c'est la même chose, si tu veux, fait quand même de manière 1000 fois plus subtile et qui est porteuse de tout le sens dans Matrix, quand dès la première scène, il est en train de lire Baudrillard et qui te lit simulacre et simulation. Sauf que derrière, on va pas t'appuyer lourdement, on va pas te maintenir des... Les choses sont complètement construites de cette... Ouais, au moins, il y a du kung-fu en Matrix. Non, mais je veux dire, il y a une extrême cohérence. C'est-à-dire que tu lis le Baudrillard, il va pas te donner les règles d'un monde de simulation. Il va te donner le sens, son sens à lui, de la société, de ce qu'elle est devenue dans un monde d'images. Sauf que eux, ils ont une connaissance absolue de leur sujet. Ils créent des règles, ils créent des choses cohérentes et par-dessus, il y a toute une dimension philosophique. Là, moi, je la cherche. Mais je crois qu'en fait, là, t'as raison sur les références au moins. Il faut pas aller les chercher du côté, du moins dans ce film de Total Recall, ni même de Kadik. Moi, je parlais de ce qui existait au cinéma déjà, c'est ce que je veux dire. Je pense en fait chez Mike Cahill, moi j'ai vu son deuxième film et le premier aussi, High Origins, et c'est un mec qui cherche en fait à développer en fait ses idées d'univers parallèle ou de vie après la mort, etc. C'est vrai que c'est pas un bon scénariste pour l'instant. C'est pas Christopher Nolan. Je pense pas qu'il a l'équipe autour. Je pense que ce film il a beaucoup de défauts, mais je vois certaines qualités. Et quand je dis que c'est un porno pour bobo, c'est que moi malheureusement je suis bobo. je fais du yoga, je suis végétarien, enfin je fais tous ces trucs atroces. Tu fais du outing quoi. Et donc fatalement le film il m'a un peu parlé parce qu'il parle de références Lovach Žižek, Baudrillard, Chris Marker aussi, je pense que c'est une grande référence qu'il a lui et qui me parle parce que ce sont des trucs de bobos qui sont nés dans les années 80. Non mais tu es d'accord avec moi que citer une référence ne suffit pas à l'avoir ou comprise ou être capable de la traduire dans un film. Et je pense ce que les Wachowski sont capables de faire. Et je pense que d'ailleurs si tu cites les Wachowski, je pense que tu vas préférer la scène des Wachowski où il y a un type qui va manger un steak qui est faux et qui va dire je préfère le steak faux au vrai steak, je préfère rester dans la simulation. Et c'est tout ça qu'il essaie de poser dans son rapport avec sa fille. Et après, ce qu'il essaye de faire, il essaye de jamais dire en fait si un monde ou l'autre est vrai. Ce qui l'intéresse par contre, et ce qui fait mal, et ça c'est intéressant pourquoi. Il dit l'inverse, hein. Pour moi en fait les deux mondes sont faux.
Puisqu'à partir du moment où, en fait, si tu veux, tu peux utiliser les pouvoirs que tu as dans le monde qui est présenté comme le monde faux d'origine, c'est que les deux sont faux. Bref. Ouais, okay. Excusez-moi. Non, j'ai encore une autre interprétation. Donc, je pense qu'en fait, comme qu'on le revoie. comme le mec est pas, c'est un film un peu, je pense qu'il a pas été très réécrit. Hein. Il va passer plein de temps sur une scène avec Salma Hayek qui propose à un type un blowjob et un doigt dans le cul, qui sert absolument à rien la scène. Mais par contre, il va pas trop t'expliquer. Faut traduire blowjob parce qu'on nous reproche de faire de l'anglicisme, on traduit blowjob. Taillage de pipe. J'ai une certaine pudeur qui va avec ma boboïtude. T'as pudeur en anglais, quoi. Et donc, à la fin, en fait, et tout d'un coup, il y a une scène qui aurait pu être très bien, en fait, dans ce prisme-là, où la fille vient le voir dans le vrai monde, et tout d'un coup ramène, en fait, le chaos du monde virtuel, et les mondes s'entrechoquent. Ça, c'est une idée super baudrillardienne. Vraiment. Super belle, en fait. Mais malheureusement... très mal traité. Mais le bobo en moi voit que, voilà, c'est un film qui méritait d'être fait à ce moment-là, qui a digéré les références, un peu comme... Enfin, ça arrive après la bataille, quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Ça arrive après la bataille, avec des gens aujourd'hui qui font des espèces de sujets, des documentaires et tout sur les simulations. T'as l'impression de découvrir tout d'un coup que il y a des mondes virtuels. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Moi, ça me fatigue. Moi, c'est marrant quand tu parles de cette scène-là, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est assez notable de le dire. Moi, tu cherchais de la mise en scène, Steph. Moi, je trouvais que c'est les 15 premières minutes du film. Il y a une tension, il y a un vrai truc. On se dit, ça va être intéressant. La façon dont il joue le type qui refuse sa réalité, qui petit à petit se stresse dans sa boîte. Et puis avec un jeu au niveau du sound design qui est très présent aussi. Qui était vachement intéressant. Dans son bureau, il n'y a absolument aucun bruit. Dès que la porte est ouverte, on entend tout un espèce de brouhaha des bureaux à côté. Sauf que c'est pas le film. Sauf que ça n'a rien à voir avec le reste du film. Moi, la mise en scène que je cherchais, c'était vraiment en fait la logique de faire apparaître en fantôme, si tu veux, en ghost, en fait, des personnages qui sont censés être dans une autre réalité ou je sais pas quoi. C'est rien, quoi. Quand je parle de mise en scène, c'est vraiment en fait essayer de jouer entre la perception du personnage en fait d'Owen Wilson, éventuellement de Salma Hayek, si tu veux, comme ça, tu vois, et en fait te demander ce que eux voient par rapport à ce que toi tu vois en tant que spectateur. Là, ce que vous me racontez, très bien, je suis d'accord avec vous. Mais ça pourrait être dans un Wes Anderson, ça pourrait être dans n'importe quel film en fait, si tu veux, où le mec il est un petit peu déprimé, dans un Woody Allen, dans ce que tu veux. Non mais je veux dire, c'est la seule scène qui m'a produit un minimum d'émotion, si tu veux. Et c'est la seule scène qui est pas le film en fait. Donc. Mais il y a une belle idée en fait dans cette idée que le faux monde, c'est celui qui est moche et que le vrai monde il est beau. Et ça c'est assez intéressant et je trouve qu'il joue pas assez dessus non plus. Mais en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que ce mec-là, je verrai ses prochains films, je vois qu'il essaye des trucs, il bricole des petites choses là comme ça. C'est pas totalement con. Je me suis pas dit quel débile ce mec. Moi, je trouve que c'est vraiment du faux film intelligent. Je préfère encore. Je sais pas si vous vous rappelez ce film. Je le glisse au passage parce que c'est un film que très peu de monde a vu et qui est difficilement trouvable, mais qui m'avait bien bluffé, qui était Primer. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, mais je préfère encore un truc extrêmement cryptique, mais dans lequel quelqu'un maîtrise l'écriture narrative et est capable de te créer, entre guillemets, une forme de thriller qui t'intéresse, qui te captive. C'est un truc sur le voyage dans le temps. Oui, mais pendant une bonne partie du film, il t'évoque une question de singularité. C'est-à-dire que tu ne sais pas, tu suis 3 scientifiques sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils te disent, il y a un problème, t'es là, ouais, c'est quoi le problème? Merde. Et tu comprends pas exactement ce qu'ils t'expliquent. Mais le type arrive à traduire en écriture narrative toute la complexité de cette recherche scientifique-là. Moi, je trouvais ça assez bluffant. Ouais, parce qu'en fait, c'est un film qui a l'air qui a l'air justement, entre guillemets, facile d'accès et qui est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. Et le truc aussi, c'est que ça, c'est un film de Shane Carruth, mais en fait, le truc qui est intéressant avec Primer, c'est que, en gros, en fait, déjà, d'un point de vue stylistique, le mec, il te raconte, enfin, c'est filmé comme un film français. Donc, en fait, exactement. Quelque part, en fait, tu te dis, je caricature évidemment parce que c'est pas ça, mais en fait, c'est une manière de dire, en fait, on est dans le réel du réel. Et en gros, si tu veux, on te ramène des éléments qu'on ne peut pas encore concevoir. En fait, on conçoit scientifiquement, mais on peut pas le concevoir en termes de praticité, qui est le voyage dans le temps. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, là, le mec, il a un vrai point de vue. C'est-à-dire, il a un point de vue, en fait, sur ce qu'il veut raconter et sur la façon dont il va t'amener la science-fiction dans son truc. Là-dedans, il y a de la science-fiction dans Bliss. Mais en fait, cette science-fiction-là, c'est une science-fiction dont tu ne comprends absolument pas, au final, les règles. La preuve, c'est que toi, tu me dis que tu as une troisième théorie. J'ai eu des théories tout au long du film, mais j'en ai une là maintenant. Mais je crois que tous les détails ne fitent pas bien.
Mais je pense qu'il n'y en a aucune des théories dans les détails fit. Pour moi, le monde du départ, c'est une réalité, et en fait, ils manipulent cette réalité uniquement dans leur esprit quand ils prennent les cristaux. Donc, on est vraiment sur l'idée de la métaphore de la drogue. Ouais, mais dans... C'est ce qui semble le plus évident en général. Enfin, ouais, mais dans le tout début, quand il est dans son bureau, à un moment, il y a un objet, je sais plus si c'est son portefeuille ou quoi, il y a un truc qui disparaît dès le début, en fait. Il y a un glitch sur le bureau. Alors qu'il a rien pris, il a même plus ses propres cachets. Donc, Oui, donc c'est officiellement une simulation. Et c'est dit dès le départ, en fait. Ouais. Voilà. Sauf que t'es obligé, en fait, c'est ça, parce que t'es obligé de te poser ces questions. C'est ça le truc aussi, c'est qu'en fait, on en arrive tous à cette table, en fait, à se dire, en fait, qu'en gros, on a tous une truc différent, en fait, sur ce que raconte le film, quoi. Mais en tout cas, il y a de quoi en parler, puisque ça fait une demi-heure. Et surtout, l'auditeur n'a absolument rien compris, là, qui a pas vu le film. C'est clair. Ils sont tous sur quelque chose. Non, mais perdez pas votre temps non plus. Alors, franchement, il y a pour conclure ce film, voilà, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on ne va pas le voir? Mais moi, je vous conseillerais jamais ça. Marie? Je pense que c'est un film Netflix, c'est un film Amazon, mais je pense que c'est exactement ce genre de film qui fonctionne, qui va t'attirer parce qu'on va te le mettre en header, on va te mettre 2 acteurs un peu connus et du coup tu vas faire ah ouais c'est quoi la bande en bannière. Pardon, en bannière. Excuse-moi. Non mais voilà, tu vois, en fait ça va te le lancer parce qu'on va t'envoyer un truc en disant ah ça vient de sortir, tu le regardes, tu connais les acteurs, tu vas cliquer en disant bah ouais en même temps je suis à moitié confiné, c'est le couvre-feu, j'ai rien d'autre à faire, je le regarde et tu passes pas un mauvais moment. Mais tu passes pas un bon moment non plus. Il y a tellement de meilleurs films à regarder pour pas perdre son temps. Il y en a un qui s'appelle Cohérence aussi, qui a l'illustration du principe de Schrödinger, qui est très bien. Il remet une pièce là. Ouais, remet une pièce. Vas-y. Et ouais, ces films-là, moi je verrai sans doute ces prochains films. Je sais pas si je le recommande vraiment, mais il y a des trucs intéressants quand même. Je peux pas me dire que le mec il a fait ça pour le fric ou qu'il l'a fait avec des mauvaises intentions, il l'a un peu raté quoi. Donc oui, c'est regardable quand même. Stéphane. Moi je trouve ça snob moi en fait. Ouais, excuse-moi, mais je suis bobo. Moi, je suis pas aussi énervé qu'Yannick, mais c'est vrai qu'après je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt de regarder ce truc-là. Ça reste quand même un truc qui est, à mon sens, et c'est tout le problème du film finalement, pas très bien écrit et pas très bien réalisé. Ça ressemble à une série télé en fait. Ça pourrait être filmé comme une série télé classique de base, tu vois, genre fonctionnelle, mais pas du tout, voilà. Donc du coup. C'est quand même un truc où il y a beaucoup de... C'est même pas tant qu'on se pose des questions, mais c'est qu'il y a beaucoup de gâchis en fait d'un concept qui pourrait être excitant, quoi. Bien, je vais laisser le mot de la fin au réalisateur lui-même, Mark Hamill, qui disait « L'empathie et la compassion sont au cœur de mon cinéma pour aller contre le cynisme ambiant ». Si vous voulez le voir, il est disponible. C'est le roi de la flûte, hein, c'est le roi de la flûte, ce mec. Mais alors, tu me convaincs encore plus de jamais regarder un autre film de ce mec, sans déconner. Bref, si malgré ça, vous avez envie de le voir, le film est disponible depuis le 5 février sur Prime Video. Et vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de The Craft, Les Nouvelles Sorcières, la suite de Dangereuse Alliance, sortie dans les années 90. Ici, clairement, on n'a pas vraiment aimé, hein. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs? Alors, The Craft, en un mot, atroce. C'est pas juste mal écrit, mal joué, mal réalisé, c'est bien pire. Alors, elles font de la sorcellerie, mais comme elles feraient de la poterie ou de la peinture sur soie, ce serait le même film, et c'est pas une vanne. À aucun moment, pour aucun des personnages, il y a d'enjeu défini, il y a une caractérisation correcte, et c'est vraiment impressionnant. C'est limite, je le recommande. Il n'y a pas une scène où il y a un truc qui va. Tu t'attends à un remake de The Craft et il n'y a rien. En fait, c'est même pas... c'est un business plan, clairement. Et toutes les filles sont horripilantes, ça rend misogyne, alors que je ne le suis pas. Tellement c'est con. Il n'y a pas de magie, tu comprends. T'en sais moins sur la Wicca quand tu regardes le film, quoi. T'en savais plus avant, quoi. Tellement c'est con. Non, c'est une religion dont on parle très bien le premier, d'ailleurs. Et où ils te disent, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, c'est la nature, c'est une religion panthéiste. Et ce film-là, en fait, il est vraiment à l'opposé de tous les principes de ça. C'est une perte de temps phénoménale. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Eric, Yannick, merci Clémence pour vos avis éclairés. Merci. Merci Alain à la technique. Merci. Mais je remercie pas le réal. Hein. Je crois qu'il te remercie pas non plus. Oh là là.
Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, hein, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.